Bonjour à tous, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir. Alors moi, je suis à la rédaction de Stratégie avec nos invités ce matin et cette conférence qu'on organise avec Monstre. C'est le troisième épisode autour de l'influence, de la confluence, des nouveaux récits des marques, bref, les nouvelles tendances en matière d'influence marketing. C'est un sujet passionnant et vous allez voir que ce matin, on va encore creuser ce sillon-là. Il y a encore plein de choses à apprendre. En fait, en concevant cette série de conférences, et puis on a échangé avec Lionel et avec Laura pour en parler ce matin et pour creuser ce sujet ce matin, on est arrivé à la conclusion qu'effectivement, l'influence marketing est en train d'arriver à un âge de raison, d'atteindre un âge de raison. Je vous laisse prendre place, vous installer, on attend encore quelques personnes. En attendant, je vous accueille depuis la rédac de Stratégie. L'influence marketing atteint un certain âge de raison. C'est ce qu'on voit, nous, à Strat, puisque depuis un an et demi, on a une journaliste spécialisée qui suit le sujet de l'influence marketing. C'est Cécilia Dikinzio. On a lancé une newsletter spécialisée aussi sur ce thème-là, qui s'appelle le récap de l'influence. Et c'est pour nous une sorte de baromètre qui nous permet de savoir où on en est en termes de pratique et d'influence. On voit qu'il y a un recul des pratiques abusives. On a vu que c'était le Far West au départ, l'influence. Ça a duré peut-être 1 an ou 2 ans. Et puis là, on commence à arriver à un moment où les pratiques se régulent, ce fameux âge de raison. Et c'est tant mieux. En revanche, on voit qu'il y a toujours aussi quelques pratiques qui sont qui relèvent du Far West. Je ne sais pas si vous avez suivi cette dernière actualité, par exemple, cette tentative de manipulation autour du vaccin Pfizer. Récemment, une agence a tenté de faire passer des messages via les influenceurs pour discréditer le vaccin Pfizer. On ne sait pas trop l'origine de ça, on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants de cette affaire, mais ce qu'on comprend, c'est que la Russie pourrait être derrière cette affaire. Enfin, en tout cas, ça viendrait par là-bas. Voilà. Donc, il y a encore et il y aura encore la nécessité de progresser en termes d'éthique dans l'influence marketing. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être un trop-plein de marketing d'influence qui se ressemble. C'est-à-dire, on voit des vagues en fait, de produits qui sont mis en avant par des influenceurs sans qu'il y ait vraiment de discours raisonné derrière. Donc, il y a la journée de tel produit, la journée de tel produit, et les audiences derrière sont noyées par ces vagues où ils ne sont pas idiots, où ils voient bien que c'est de la pub massive sur un produit et finissent par se lasser de ça. C'est ce qu'on constate en termes d'assiduité, de fréquentation des influenceurs, etc. Donc, c'est comme si finalement cette influence-là, assez basique, arrivait à ses limites et touchait moins le public. Et du coup, ça nous amène à cette matinée de conférence parce qu'aujourd'hui, on va creuser le sujet cher à Monstre qui est la confluence, un peu une nouvelle façon de faire de l'influence marketing et vous expliquer ça tout à l'heure. Mais en gros, je suis d'accord avec eux dans le sens où il faut mettre plus d'intelligence dans l'influence marketing. Ça y est, c'est fini. L'influence marketing basique où on inonde les communautés avec les mêmes messages, les mêmes produits, on les saoule et ça lasse le public et ça arrive à ses limites. Donc du coup, comment on reprend le problème? On met un peu plus d'intelligence, on repense plus les messages et du coup, ça implique plus de travail en amont avec les marques, plus de storytelling. Et c'est comme ça qu'on touchera plus les communautés et que finalement, les messages passeront plus et s'installeront plus. Voilà, c'est ça, ce fameux âge de raison auquel on est en train d'arriver. Et tant mieux, hein. Après tout, s'il y a un peu plus d'intelligence dans l'influence marketing, tout le monde y gagnera. S'il y a moins de Far West, tout le monde y gagnera aussi parce que ce flou aussi, on finissait par nuire à tout le monde. Voilà. Alors, ça, c'était ma petite intro. Je voulais juste vous montrer le Mac du jour, puisqu'on est à la rédaction de Stratégie. Donc, nous, on est revenu sur un sujet qui n'a rien à voir avec ça, mais je vous en parle au passage. C'est le magazine du jour qui est sorti ce matin. On revient sur la fusion TF1-M6, le pour et le contre, pour comprendre un peu les tenants et aboutissants de cette fusion qui est énorme à la taille, enfin, à l'échelle de la France, en tout cas. C'est un mastodonte qui va se créer si on va au bout de cette fusion. Voilà. Quelles seront les conséquences, etc. Voilà. J'ai terminé ma petite intro. Je vais donner la parole à Lionel qui va reprendre la main
Et puis, je vais vous souhaiter une excellente webconférence. Et encore une fois, on est ravis de vous accueillir et de participer à cette série de webconférences. Merci Gilles, merci, super. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Voilà, je vois qu'on arrive à une centaine de personnes présentes et connectées, c'est super. Donc, je suis Lionel Kurt, je suis le président fondateur de l'agence Monstre. Monstre, notre travail, si je devais le simplifier, c'est de construire les marques du XXIe siècle, essayer de les faire vivre plus fort. Et je pense, bien évidemment, malgré les travers, que l'influence est transformée en confluence et elle sert très clairement à faire vivre une marque plus fort. Et Sébastien, merci beaucoup d'être présent. Sébastien Decani, moi, je suis vraiment très, très heureux de t'accueillir aujourd'hui et d'avoir ton regard, ta vision, pas seulement, je l'espère, pas seulement au niveau, bien évidemment, de la marque dans laquelle tu travailles, mais aussi ta vision de communicant publicitaire, parce que tu as un parcours qui est génial, à mon sens, c'est-à-dire que tu vois les deux côtés, puisque tu as fait 10 ans en agence de publicité, que ce soit chez McCann, chez V, chez La Chose, et puis désormais, ça fait quelques années que tu travailles pour les marques, et en l'occurrence pour Société Générale, je crois, de pratiquement 5 ans, 5 ans de Société Générale. Au service publicité, vous êtes une douzaine de personnes, et à partir de là, je pense que ton regard, il doit être extrêmement affûté. Nous, parfois, les agences, on n'a que le côté agence, et je trouve ça génial d'avoir un invité qui a vraiment vécu les deux. Donc vraiment, merci encore, et puis on va pouvoir parler de ce qu'on réalise ensemble. La Société Générale, ça fait désormais quasiment un peu plus de 2 ans qu'on collabore avec vous, notamment sur banque privée, banque de détail, sur les offres, le social media en l'occurrence. Et là, on développe des activations autour de la confluence. Et c'est ce dont Laura et toi, et Laura, merci également d'être là. Laura, qui est Head of Social and Influence à l'agence Mons depuis 3 ans. Tu as un parcours, tu es espagnol, tu as un parcours en agence également, et on est très heureux aujourd'hui, et moi je suis particulièrement très heureux que tu sois à Mons, parce qu'on partage vraiment une vision complémentaire. Gilles l'introduisait tout à l'heure, c'est d'essayer de donner du sens au récit de marque, et c'est se dire, si on a suffisamment je dirais, de recul, que dans tous les cas, l'influence fait partie du récit de marque. Il faut bien le faire, essayer de délivrer des messages porteurs de sens, de délivrer de la justesse, pas faire du placement de produit. Et je crois que c'est ce dont vous allez nous parler là durant votre présentation. Donc, on va faire un petit keynote qui va durer 30 minutes entre Laura et Sébastien. Et puis après, pour ma part, je pourrais prendre les questions que vous posez dans le chat pour tout simplement animer un petit peu les débats, et que vous puissiez et qu'on puisse échanger là-dessus. Voilà. Très bon keynote. Merci encore à vous deux, et on vous écoute. Merci Lionel, et merci Gilles pour l'introduction. En fait, vous avez tout dit. Du coup, je pense qu'on peut partir maintenant. Non, mais merci pour l'introduction. En effet, on entame aujourd'hui la 3e conférence en partenariat avec Stratégie, et aujourd'hui avec Sébastien. Merci Sébastien d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a déjà parlé de la confluence ensemble lors de notre première conférence, mais on avait très envie de faire un focus vraiment 100% influence aujourd'hui, parce que, comme disait Gilles, il est important de faire un état des lieux de l'influence marketing. Certes, on arrive à une âge de maturité, limite un âge d'essoufflement, donc c'est important de parler de ce levier qui devient de plus en plus stratégique. Pour commencer, je trouvais intéressant de commencer dès le début et de s'arrêter un peu sur ce mot à la mode qui est l'influence. En fait, l'influence, je pense, j'imagine que c'est pour tous pareil, mais depuis qu'on est très petit, nos parents nous mettaient déjà en garde sur les pressions externes, sur les influences externes qu'on pouvait avoir. C'était des tentations qu'il ne fallait pas suivre. Donc, on a tous un peu grandi avec ce mot autour de nous qui a une connotation plutôt négative. Au final, nous, on pense que le marketing d'influence, c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, l'influence marketing a cette connotation un peu négative.
Dans quel sens? Donc, Gilles le disait déjà, mais dans les feeds des influenceurs, les feeds Instagram, les comptes YouTube, même les feeds Twitter, etc., ils arrivent à être remplis de placements produits à longueur de journée ou plusieurs produits pour un même influenceur, etc. Et en fait, ces placements de produits n'arrivent plus à convaincre personne ou n'arrivent plus à convaincre comme le faisaient avant. Les gens, il est clair, les gens, nous, consommateurs, annonceurs et marques, demandent des récits, que ce soit authentiques, des récits qui soient honnêtes et qui soient porteurs de sens pour l'influenceur, pour la marque et pour le consommateur aussi. C'est pour ça qu'en fait, nous, on a juste deux convictions qui sont il est temps d'enterrer définitivement l'influence marketing pour surtout, et il est nécessaire dans cette ère en plus post-confinement, il est nécessaire de repenser les approches collaboratives qu'on a avec chaque créateur de contenu, pour créer des storytelling de marque qui portent du sens, comme je disais. Nous, aujourd'hui, chez Monstre, et c'est la vision qu'on partage avec Lionel, comme je le disais avant, on ne fera plus des slides, on va dire, de stratégie d'influence, comme on le connaissait avant. Nous, ce qu'on va proposer, et on le verra juste après avec Sébastien, ce sont des dispositifs sur mesure qui vont venir véhiculer le storytelling de marque via ce levier de l'influence. Et c'est ce que nous, on appelle tout simplement la confluence. C'est la vision qu'on défend depuis 3 ans et c'est la vision qu'on défendra jusqu'au moment où il y aura un tournant nouveau sur le marketing d'influence. La confluence, tout simplement, c'est ce mariage entre le contenu et l'influence. Et en soi, c'est la co-création de récits qui vont venir engager les communautés, quelle que soit la plateforme et quel que soit le langage social qu'on va utiliser ou adéquat à la campagne. Quand on parle de confluence, chez nous, la méthodologie qu'on a mise en place et qu'on applique systématiquement sur tous nos clients, dont Société Générale, mais surtout le reste des clients avec qui on travaille ce levier, c'est une méthodologie en 3 phases. 3 phases qui nous paraissent importantes, mais qui nous paraissent surtout nécessaires. On va les voir. La toute première phase, c'est il faut qu'on se pose la question de quelle est la culture commune entre la marque et le consommateur. Donc, si on veut arriver, comme disait Lionel, à avoir un message vrai, un message engageant qui touche vraiment la communauté, il faut qu'on explore ces cultures communes entre la marque et le conso. Par exemple, chez nous, on travaille depuis quelques années, 5 ans si je ne me trompe pas, avec Desperados dans le groupe Heineken. Et la culture commune entre la marque Desperados et le consommateur, par exemple, ça va être tout l'univers de la street culture. C'est une marque qui investit énormément sur cette culture, que ce soit la street fashion ou le street art, etc., ou les communautés de street artistes, etc. Donc, c'est des leviers ou des axes qu'on explore énormément pour arriver à être avec un message connivant côté Desperados. Premier point, explorer les cultures communes entre la marque et le consommateur. Une fois qu'on a fait ça, on passerait au deuxième point qui est celui d'identifier forcément les créateurs de contenu propres à ces cultures au-delà des plateformes et des langages. Et ça, on n'arrête pas de le dire et on est super convaincus. Pourquoi on dit au-delà des plateformes et des langages? Parce que on a connu ces dernières années une identification des influenceurs. Bon, je vais regarder Facebook, je vais regarder Instagram et je vais m'arrêter là. Il faut qu'on arrive à un moment, aujourd'hui, les communautés sociales et les créateurs de contenu, ils sont partout. Tout le monde a les outils nécessaires et les communautés nécessaires pour créer du contenu. Donc, il faut qu'on sorte de ce binôme Facebook-Instagram pour aller explorer d'autres communautés. On peut parler de TikTok, qui est avec une croissance exponentielle en plus après confinement. On peut parler de Twitch, bien évidemment, avec tous ces streamers qui arrivent vraiment, vraiment très en force. Mais on peut parler aussi de communautés gaming. On a vu de nombreuses campagnes d'influence où en fait les marques vont venir intégrer des communautés de gaming, des univers totalement virtuels, comme ça peut être Animal Crossing, comme ça peut être Fortnite, où les gens ils communiquent avec des taux d'engagement
incroyablement important. Donc, il faut qu'on regarde vraiment toutes les plateformes, où sont ces créateurs de contenu et qu'on explore aussi les langages. Quand on parle de langage, c'est aussi essayer d'impacter un peu le consommateur dans son usage digital, sortir peut-être de la vidéo YouTube ou du placement produit photo Instagram pour aller explorer d'autres langages social media qui peuvent être les mêmes, les expériences, les événements, même la réalité virtuelle. Comme exemple, on avait déjà parlé de ça dans notre première conférence. Il y avait l'exemple de Dior avec cette expérience de filtre et de beauté augmentée où en fait on donnait vie à du maquillage, tout simplement. Et on avait co-créé tous ces contenus avec Inès Alpha, qui était créatrice de filtres et d'expériences virtuelles très fortes. Donc, deuxième point, on identifie les créateurs de contenu au-delà de toutes ces plateformes un peu traditionnelles et des langages, pour arriver au troisième point qui est le plus important de la confluence, qui va définir le tout, qui est celui de co-concevoir et co-écrire un récit authentique, ce qu'on disait avant, honnête et porteur de sens pour les consommateurs et les marques. Pour nous, la co-conception, on va dire, et la co-écriture de ce récit, il est au cœur de toutes les stratégies de confluence. Du coup, je ne vais plus dire le mot influence. Et on va le voir très vite avec la pratique réelle avec Sébastien. Mais ici, c'est la phase clé. C'est la phase clé où il faut qu'on investisse vraiment à cette ère du marketing d'influence, qui perd énormément en crédibilité. Ici, j'imagine, je ne sais pas si tous les gens qui sont connectés aujourd'hui ont pu voir notre dernière campagne avec Adidas pour le lancement de la Stan Smith, qui est faite en partie avec du plastique recyclé, où en fait, à tous les stades de la campagne, que ce soit avec le film principal, on va dire, où il y avait Adèle, Dinos et Luis Yakusa. Oui, il y a des gens qui disent sur le chat qu'ils ont vu. Génial. En fait, à chaque fois, que ce soit avec ces trois, on va dire, ambassadeurs, ou que ce soit ensuite avec Michou sur YouTube ou Clara Berry sur Instagram, le message de marque et la valeur commune de la marque avec ses créateurs de contenu était porté par les créateurs et c'était coécrit de A à Z avec eux, ce qui donnait juste un message beaucoup plus profond et beaucoup plus sensé, on va dire. Et comme je le disais, aujourd'hui, on a un cas pratique. Moi, j'ai raconté un peu la théorie et c'est un peu la vision qu'on porte chez Monstre avec tous nos clients qui ont travaillé sur des dispositifs de confluence. Mais on a la chance aujourd'hui, et je trouvais ça important de passer un peu au côté pratique, de voir comment cette théorie, cette méthodologie peut vivre avec un cas réel. Souvent, et lors de la première conférence, il y avait de nombreuses personnes qui demandaient, oui, certes, la confluence et la co-création de récits, de marques, etc., ça peut marcher quand on parle de clients entertainment, et quand on parle de Netflix, quand on parle de love brand comme Adidas, ou des marques très street culture comme Desperados. C'est beaucoup plus facile quand on parle de beauté, certes, mais en fait, on voulait aujourd'hui parler d'une problématique qui est celle de parler d'un produit bancaire à une cible qui n'est pas habituée à ces produits-là, pour voir comment cette confluence peut vraiment s'appliquer à tous les dispositifs. Sébastien, merci. Merci d'être là et je te laisse la main pour que tu nous racontes comment on a co-construit du coup ce dispositif ensemble. Bien sûr, bonjour à tous, ravi d'être là. Effectivement, comme tu l'as dit, un sujet bancaire et l'influence, c'est toujours compliqué parce que c'est pas un sujet qui est forcément facile à appréhender parce que c'est pas très fun. Les gens n'ont pas forcément envie de voir des publicités pour la banque, surtout auprès de toutes ces personnes qui suivent tous les jours dans leur feed. Donc c'est pour ça que ce cas BanksUp est intéressant parce que le challenge, c'était tout d'abord un lancement de produit. BanksUp, c'est une nouvelle offre Société Générale dédiée aux 12-17 ans. Donc, c'est une offre bancaire pour les ados.
une offre bancaire qui est assez sympa parce qu'elle est pilotée par les parents. Pour ceux qui sont clients Société Générale, vous connaissez l'appli Société Générale. Et en fait, on a un volet dans l'appli où on a accès au compte de l'ado et on peut lui faire des virements, on peut surveiller un peu ce qu'il fait et on peut avoir totalement confiance à ce que va faire l'ado avec son compte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une offre réservée aux clients qui va permettre d'ouvrir un compte pour les 12 ans jusqu'aux 17 ans. Et on avait fait ce lancement du coup avec une première contrainte. La première, donc c'était faire passer le message que, évidemment, pour un parent, ouvrir un compte pour son ado, c'est une décision importante. Donc, il fallait convaincre les parents. Puis pour les ados, ouvrir un compte, mais surveillé par les parents, c'est aussi une décision qui est forcément un petit peu qui implique pas mal de contraintes. Donc voilà, donc c'était le double challenge. Et puis bien sûr, faire connaître cette offre. Voilà. On avait, nous, en plus, une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire que chez Société Générale, on ne fait pas de médias sur les mineurs. Donc, on n'avait pas le droit d'acheter du paid pour cibler nos 12-17 ans. Donc, c'est le brief qu'on a fait à Mons, c'était comment pouvoir toucher ces 12-17 ans sans faire de paid. C'était un peu tout le sujet de cette conférence sur la confluence. Vous voyez bien venir la réponse, sachant que nous, sur les parents, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On a fait du paid sur Facebook parce que bon, les parents des ados, ils sont plutôt sur Facebook. Et puis, on a fait nos canaux propriétaires, les applis, les newsletters, le site web, etc. Mais sur les ados, voilà, c'était le problème qu'on a posé à l'agence. Et puis, avec un objectif déjà de faire du volume. Nous, l'objectif, c'est de toucher le plus d'ados possible. Deuxième objectif, c'était bien évidemment d'avoir un discours crédible sur un sujet qui n'est pas forcément le plus fun du monde. Et puis enfin, montrer que le produit était quand même cool, qu'il était pratique et que donner envie à ses parents et à ses ados. Et puis peut-être aux ados d'aller solliciter les parents pour ensuite ouvrir leur compte. Donc voilà le brief qui était posé. Et donc voici la réponse de l'agence. Laura, si tu veux présenter votre trouvaille. Oui, en effet, merci. En fait, c'est ça, hein, si on reprend un peu les phases qu'on disait avant par rapport à la confluence, on est allé chercher quelle était la culture commune du coup entre ce produit bancaire, BankSup, et les adolescents, qui paraissait pas forcément direct. Et en fait, la culture commune, c'était de se dire, bon, il y a toujours un rapport d'argent de poche, de gestion de budget, etc., entre les adolescents et les parents qui est un peu compliqué. C'est la première fois qu'ils ont de l'argent de poche, etc. Et en fait, quand on a identifié un créateur de contenu qui pouvait parler de ça de façon très légitime, c'était Adèle Tsi. Je pense que je dis mal son nom de famille. Mais Adèle, c'était un très bon profil, un très bon talent pour nous aider à travailler sur cette campagne. Pourquoi? Parce que Adèle, elle a aussi une communauté énorme sur Instagram, mais sa ligne éditoriale est totalement différente que celle de TikTok. Sur TikTok, elle a 3,3 millions d'abonnés et en fait, elle crée constamment des sketchs très courts, hein, format TikTok, où en fait, elle va jouer des échanges avec sa mère, qu'elle-même interprète avec 2 filtres différents, dans des situations de tous les jours. Donc, c'est un peu la vie de l'adolescente en relation avec sa mère. Et en plus de ça, elle était très intéressante parce que quand on est allé voir, on peut vérifier avec les outils nécessaires l'audience qu'elle avait derrière, il y avait énormément d'adolescents. La grande majorité de sa communauté était exactement dans la cible qu'on voulait aller toucher avec BankSup et Société Générale. Tout à fait. Alors effectivement, on a été séduit par ce profil, déjà par le volume. On voit sur TikTok que les communautés sont extrêmement larges et de façon très rapide pour les créateurs de contenu. Ça nous permettait aussi de toucher nos 12-17 ans. On voit, c'est quasi 50% de ses followers. Donc ça, c'est quelque chose sans payer de médias qui est assez unique. Et puis, bien évidemment, alors, ce qui n'est pas évident sur ce type de médias, et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, c'est de juger la création, parce que c'est une création, pour le coup, qui est très propre à Adèle. Voilà, ses filtres, la voix est déformée, c'est des filtres de visage. Moi-même, au début, je me suis demandé comment ça cartonnait, mais ça cartonne. Clairement, c'est les codes de nos adolescents aujourd'hui. Ils adorent ce type de petits contenus snack
très basique et comique. Donc voilà, et effectivement, ça a hyper bien marché et on s'est dit, bah voilà, toute la journée, elle raconte ses mini-sketchs entre sa mère et elle. Voilà, donc là, c'était idéal pour une carte pour les ados de pouvoir le raconter à travers ces mini-sketchs entre une mère et sa fille adolescente. Donc, on a imaginé totalement avec elle et c'est elle qui a créé les scénarios, les scripts. Donc là, elle se substitue à l'agence, elle crée son script. Ensuite, on en discute, mais c'est elle qui pilote. Et c'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que je crois même que les créatifs n'ont pas eu forcément leur mot à dire. C'est elle qui devient la créa de l'agence et elle va nous suggérer avec le produit des mini-scripts. Donc, elle a proposé 3 scripts. Je crois qu'on va vous en montrer un petit. C'est des scripts où, sur des vidéos assez courtes, elle met en scène la carte, les dépenses de la fille, la mère qui surveille, mais avec de l'humour. Et puis, effectivement, on a une utilité produit qui est assez directe dans ces vidéos. C'est du placement de produit, certes, mais avec une histoire tout autour. Et voilà, c'est ça qui est la base de la confluence, c'est-à-dire pas placer le produit voilà, dans un lien à la fin ou voilà, de façon un peu grossière. C'est le produit est au cœur et il est complètement adhéré par le créateur de contenu qui le place dans son histoire. Donc, je crois qu'on va vous lancer une des 3 vidéos pour aller voir sur son profil TikTok. Donc, on vous laisse regarder une des vidéos. Tiens, je vais aller faire un petit tour sur le compte BXF d'Adèle. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces achats-là? Bon. Oui, allô? Oui, Adèle? Dis-moi, pourquoi t'as acheté une robe, un collier et du parfum? T'es un amoureux? Non, mais c'est pas ça. Oh là là, j'en reviens pas. Je vais enfin avoir un jambe. Non mais maman, c'est parce que j'ai une soirée de prévue le week-end prochain. Oh, tu sais, Adèle, entre mères et filles, on peut tous dire, moi aussi, je suis passée par là. Alors bouge pas, je prends mon agenda. Hop, que je note la date de rencontre. Dis-moi tout. Donc voilà, vous pourrez voir les autres sur son profil. Il faut bien fouiller parce qu'elle produit beaucoup. Donc il y a plein de vidéos et c'est vrai qu'elle est quasi sur une série parce que c'est comme ça qu'elle a créé sa communauté. Et depuis ces vidéos-là, on a eu des résultats assez exceptionnels. Enfin, en termes de vues et d'engagement. Donc, je crois qu'il faudrait remettre les slides pour avoir… Voilà, c'est parfait. Hop là. Donc, on a eu effectivement 2,5 millions de vues. Si on considère que sa communauté est constituée à 50% de 12-17 ans, on peut dire que le contrat est rempli. On a touché 1,2 ou 1,3 million de personnes qui étaient dans notre cible. Et ça, c'est un beau challenge réussi. On avait quand même un lien vers la page produit dans le profil d'Adèle. Parce qu'effectivement, on n'est pas sur une campagne à la perf, on fait connaître le produit, mais c'est toujours bien s'il y a un petit lien vers la page. Donc, elle avait accepté de mettre le lien vers la page produit pendant la campagne. Les vidéos ont été publiées à peu près sur 2-3 semaines, 2 semaines et demie, à raison de 1 tous les 5 jours. Et puis, on a eu un taux d'engagement de 22% sur ces vidéos. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez commun sur TikTok, parce que les jeunes adorent commenter et sont très, très engageants une fois qu'ils ont suivi quelqu'un. Et effectivement, c'est presque une histoire d'amour qui est déclenchée. C'est ça qui est formidable avec ce réseau. On vous a sorti des petits testimoniaux là, qui sont super intéressants. Effectivement, c'est toujours gratifiant aussi pour le créateur de contenu qui prend un engagement, parce que il peut y avoir un rejet de la publicité, surtout un produit bancaire. On en a vu déjà des opérations où l'influenceur se fait un petit peu malmener. Voilà. Là, c'est vrai que c'est des commentaires qui sont très sains, qui sont très, très positifs. Et puis, effectivement, elle interagit avec les gens, c'est hyper important. On voit, elle répond, c'est gentil, merci. Voilà. Et on voit que la communauté adore cette pub finalement. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est difficile de juger parce que en tant que nous annonceurs ou publicitaires, voilà, on a peur. Enfin, me concernant, j'ai passé les 40 ans. C'est compliqué de pouvoir se dire waouh, la créa est géniale. Clairement, ça a été une de mes premières réactions. Je me suis dit ouais, bon, la créa c'est bof, mais je me suis dit il faut faire confiance en fait. C'est sa communauté, elle a 3,3 millions de followers.
ils viennent pas là par hasard. Et effectivement, ça a cartonné parce que c'était pile poil dans ce que les gens voulaient voir. Et on a réussi à placer la marque et la faire connaître. Donc voilà. Donc pour nous, c'est une réussite. Et on est déjà en train de préparer la prochaine campagne aussi sur TikTok avec un créateur de contenu. C'est pour un lancement qui est assez cool. C'est la carte collection Retour vers le futur. Vous verrez ça en juillet. Voilà, on est assez content de cette opération et c'est pour ça qu'on continue et on va continuer avec l'agence Monstre. Tu es en mute, Laura. Voilà, je parlais dans le vent, pardon. Oui, je disais petit teasing sur la campagne à venir. On a hâte de sortir tout ça. Et juste pour finir, on peut faire un peu le récap des différents points qu'a exposé Sébastien avec ce dispositif Bunks Up avec Adèle. Voilà, juste pour dire que ça résume très bien la méthodologie de Confluence qu'on a vue avant. Si on fait l'exercice, c'est la culture commune entre le consommateur et la marque, comme on disait avant. C'est ça, hein, c'est cet insight des adolescents de comment je gère le budget de mon argent de poche, etc., avec mes parents, comment je veux lui demander, comment parfois j'en ai peu, parfois j'en ai voilà, je veux encore plus, etc. Il y a énormément d'insights sur ce sujet-là. En regardant ces insights sur les différentes plateformes, on a très vite identifié Adèle comme la créatrice de contenu qui pouvait être voilà, très légitime sur cette campagne. Il y a quelqu'un qui demandait comment on a identifié ce profil. On a des outils qui, via des mots-clés, on va aller chercher sur des clusters de conversation et ils vont nous aider à atterrir sur des créateurs de contenu. Et enfin, la co-conception et la co-écriture du récit de marque authentique. Sébastien le disait déjà, c'est Adèle qui pilote. En fait, Adèle, c'était elle et sa ligne éditoriale qui engage sa communauté. Et voilà, et c'est elle qui connaît la façon dont elle va engager le plus, la façon dont elle va être plus humoristique, etc. Donc, c'était très important que ce soit elle qui nous propose un récit commun. Et c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Il y a des petites questions là que j'ai vues, juste effectivement sur le fait que l'influenceuse affichait le contenu pour sponsoriser, oui, avec le petit hashtag ad qui malheureusement freine un petit peu l'algorithme de TikTok. Donc voilà, parce que TikTok détecte que c'est un contenu sponsorisé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir une grosse communauté pour être sûr d'atteindre le Graal du million. Voilà, qu'on a dépassé, mais oui, ils sont obligés d'afficher que c'est sponsorisé. Je crois d'ailleurs que la RPP travaille beaucoup là-dessus. Merci à tous les deux, c'était riche. Je crois qu'on peut ouvrir, je ne sais pas si Romain, on peut ouvrir les questions-réponses. Moi, j'en ai déjà une à toi, Sébastien, c'est de dire entre faire aimer la marque et si je puis dire, vendre. Tu nous as dit que tu avais mis un lien. Comment tu résous l'exercice? C'est presque pas là sur le cas d'école, hein, c'est de dire, c'est toujours, j'imagine, pour vous, marque, aliénant de dire à la fois je dois construire une marque sur une jeune génération, la faire aimer, puis à la fois je dois sourcer les ventes avec un produit qui est Bunks Up. Comment tu résous un peu ce dilemme, toi en interne? Est-ce que tu vas en faire part un peu aux personnes qui sont là? C'est une bonne question, effectivement, c'est tout l'intérêt de notre métier de banquier, c'est de créer une marque aimée. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans l'e-sport, c'est pour ça qu'on sponsorise le rugby, c'est pour ça qu'on sponsorise la musique et tous les à côté, effectivement, pour créer une histoire autour de cette marque qui est de toute façon une marque pour les particuliers, parce que là on parle des particuliers, c'est une banque, un service financier avec pignon sur rue, qui est souvent, et on parle de cette cible jeune, la banque des parents, et c'est comme ça que les enfants y vont. Ensuite, ils vont peut-être vouloir acheter un appart, et c'est là où ils vont sonder un petit peu les autres banques. Donc, nous, ce qu'on veut, effectivement, c'est faire aimer par les jeunes. Et donc, quand on cible les jeunes, c'est avant tout des points d'image qu'on cherche. Effectivement, comme tu le dis, il faut vendre des produits. On est certain que sur un produit comme Bunks Up, qui est une carte pour les ados, c'est les parents qui achètent.
Et donc, à côté de ça, on a un dispositif, c'est ce que je disais, qui cible les parents. Et là, pour le coup, c'est des canaux un petit peu propriétaires, on va dire, des courriers, etc. On présente le produit, le travail du réseau qui est hyper important. Mais il ne faut pas oublier que l'ado, il va avoir ses choix. Et puis, si on se dit que le parent, au moment où il dit « je viens de rentrer de l'agence Société Générale, regarde, il y a BankSup, ça pourrait être cool, tu vas avoir 14 ans, on va t'ouvrir un compte », l'ado a vu ça sur Adèle, il va dire « ah ouais, bah, trop cool, je l'ai sur TikTok, c'est fou ». Et ça tient à ça, en fait, une vente. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois mes enfants, ils sont sur TikTok et sur Fortnite. Dès que je leur dis, bah là, je fais une campagne sur TikTok, ils ont des yeux grands comme ça en disant, ouais, trop cool. Donc, voilà, ça tient à ça. Et effectivement, c'est cet équilibre entre être présent au bon moment, là où la cible est, et puis le prescripteur qui va être touché au bon moment aussi. Donc, il faut faire les deux. Et de la perf, oui, on en fait bien évidemment, et c'est sûr. Mais quand on fait de la confluence, on veut travailler le petit hook qui va permettre de réaliser la différence. On vous avait parlé tout à l'heure, Laura nous parlait de transparence, d'authenticité, etc. Et là, j'ai une question qui est posée par Céleste, qui s'adresse à toi, qui se dit finalement, est-ce que dans le sketch qui est réalisé par Adèle, est-ce que c'est pas anti-productif parce que quelque part, elle part d'une situation humoristique, certes, mais désagréable. Donc la question, si je devais la reformuler encore plus, c'est est-ce que la publicité aujourd'hui, puisque finalement on est dans un axe publicitaire, certes sous forme de confluence, doit exclusivement montrer des choses agréables? Est-ce que c'est un frein pour vous? Bah justement, là, nous, on a laissé la carte blanche à Adèle. On n'a pas du tout influencé sa direction parce que on voulait que ça reste le plus naturel possible. On connaît sa ligne édito, c'est ces petits conflits mère-fille. Enfin, tout le monde a vécu ça quand on est ado, les petits conflits. Et ben, nous, notre produit, il vient au cœur du petit conflit mère-fille et c'est normal. Un compte bancaire géré par ses parents, bah voilà, c'est sûr que c'est pas forcément la liberté totale. Mais nous, on veut aussi rassurer les parents et puis de dire aux ados directement que voilà, c'est un compte qui est géré par les enfants, les parents, pardon. C'est c'est la baseline de notre produit. Hein. C'est un compte piloté par les parents. Donc c'était ça le produit. Et effectivement, oui, alors il y a 3 mini-sketchs. À chaque fois, la mère est un peu relou, bah, c'est clair. Hein. De toute façon, dans sa ligne édito, la mère est relou. Donc, elle n'allait pas être toute cool parce que c'est un produit bancaire. Oui, c'était pas des situations, oui, certes, négatives pour elle, et coucou Céleste d'ailleurs, mais c'était surtout des insights. C'est ça. Donc, en fait, si je résume, il y a aussi, et dans ce que vous dites tous les deux, de toute manière, il y a une véritable... un respect de la ligne éditoriale. La confluence, c'est ça, c'est respecter la ligne éditoriale. Et effectivement, la ligne éditoriale de Adèle, c'est une ligne éditoriale qui se veut sur une relation, comme souvent les ados ont, mère-fille, un peu moquée, mais finalement, ça t'a pas fait peur, toi, Sébastien, en tant qu'annonceur, en disant, mais ça fonctionne. Non, pas du tout. Justement, c'était le but d'être naturel et d'être voilà, authentique. Je vois, c'est marqué dans le chat, mais effectivement, c'est ça. De l'authenticité, pas de mensonge, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est commencer à mentir, commencer à détourner un petit peu, à faire trop dire à le créateur de contenu ce qu'on veut dire absolument. Nous, on a laissé carte blanche. On en a fini avec la pub de la banquière qui écoute attentivement l'adolescent sur ses projets d'avenir et qui lui explique comment construire sa vie avec la banque qui va bien. On est plus dans la réalité. Bon, effectivement. D'ailleurs, c'est quoi ton regard? Je vais ouvrir un tout petit peu, mais sur cette évolution de la com, comme tu le dis, tu œuvres dans un secteur qui est très codifié, celui de la banque. C'est quoi ton regard justement sur la communication un petit peu plus large de ce secteur? Est-ce que tu vois des changements qui sont opérés là ces dernières années par finalement l'évolution des usages qu'on a dans la com digitale? C'est pas évident parce qu'effectivement, on a tous à peu près le même produit à vendre. On a du mal à se démarquer et c'est ce que je disais tout à l'heure. La différence d'appréciation d'une marque, elle est étroite. De temps en temps, on souffre d'actualités compliquées. On va avoir beaucoup de canaux, la publicité télé. Et puis nous, on est une banque internationale avec énormément d'actions qui ne sont pas que pour les particuliers. Mais quand même, les outils digitaux, les réseaux sociaux, c'est
c'est parfait pour nous parce qu'on arrive à diversifier le message et à toucher un public plus large qui va se dire de base, bah oui, non, mais une pub pour un crédit, j'ai pas envie de l'avoir. Mais typiquement, on a la stratégie des cartes collection qui est hyper intéressante. On utilise par exemple la licence Pokémon et on se dit que ouais, avec un Pikachu, forcément, un message bancaire, il va déjà t'attirer l'œil plus qu'ailleurs parce que c'est un truc que tu kiffes. Et puis ensuite, oui, le digital nous permet de nous diversifier et de sortir, comme tu le disais, du message de la banquière en face du jeune qui dit bon, bah, venez chez nous, vous voyez un compte. Donc voilà, donc, nous, c'est un terrain de jeu qui s'est élargi, une formidable opportunité. Ça bouge tout le temps. Bon, dernièrement, on a testé Clubhouse, mais bon, c'était pas forcément au top en termes de fréquentation, mais on le voit, il faut tout le temps se réinventer, toujours être au fait, et c'est ça qui est passionnant. C'est dur, ouais, justement. C'est dur en entreprise de tester comme ça. C'est vrai que pour nous autres agences, on se dit souvent ah non, mais l'opportunité aussi de cette ère digitale, c'est d'être très agile, très véloce, apprendre. Est-ce qu'en entreprise, aujourd'hui, tu sens, et là je te fais sortir un peu de ta peau de Société Générale, mais est-ce que tu sens que c'est compliqué de tester des choses comme ça? C'est vrai qu'à prime abord, aller vendre en interne que Société Générale va faire de la confluence avec Adèle sur TikTok, est-ce que tout le monde lève le poing en disant mais t'es fou? C'est ça qui est pas évident sur les grosses entreprises. La notion de risque est la plus minime possible. Après, on a toujours peur du bad buzz. C'est clair que c'est le truc qu'on a en tête. On se dit voilà, est-ce qu'on va être accepté, voilà, et notamment sur l'e-sport parce que je m'occupe de l'e-sport et du gaming, qui est une communauté qui est très 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 compliquée à séduire. Voilà, il faut pas faire de faux pas, faut réfléchir, mais le risque il est mesuré, mais il faut le prendre quand même. Enfin, quand on voit une influenceuse, une créatrice de contenu qui a 3,3 millions de followers, ça donne confiance. Mais il faut faire un petit scan, il faut faire attention. Je voyais, il y a une question sur comment elle a été sélectionnée. Il faut regarder sur les outils, il faut regarder s'il n'y a pas de vieilles casseroles, on va dire, parce que ça, c'est important. Il faut mesurer le risque, mais il faut tester en tout cas. Il faut tester en mesurant le risque. Ouais, Laura, je te la pose. Identifier les profils, nous à l'agence, et tu le sais depuis que tu as pris la direction du social media à l'agence, entre les outils de marché, où on va calculer au millième près, etc., et finalement la recherche quali aujourd'hui, je crois que tu as développé un peu une vision justement entre l'outil et ce qui se fait presque artisanalement, si j'ose dire, si tu veux nous la partager. Oui, non, mais c'est vrai pour que l'identification des créateurs de contenu devienne de plus en plus compliquée parce que, comme on le disait avant, tout le monde est créateur de contenu aujourd'hui. Et en fait, les conversations sont tellement scindées les unes aux autres que voilà, il y a des sous-catégories, des sous-communautés, des sous-insights et ça devient vraiment très compliqué. Bien évidemment, le point de départ, ça va être… Il y a quelqu'un qui posait cette question, en effet. Le point de départ, c'est les outils qui, via des mots-clés ou via une certaine cible, localisation, sujet d'intérêt, etc., on va pouvoir avoir voilà, une première approche de qui parle de quoi en ce moment et sur quel réseau. Mais après, il y a un gros travail derrière d'aller rencontrer aussi ces créateurs de contenu, d'avoir une relation aussi de confiance avec eux, qu'ils puissent, parce qu'eux, ils peuvent aussi dire non, j'ai pas envie de collaborer avec cette marque ou c'est pas un message que je veux. Donc, il faut les connaître très bien, il faut passer du temps avec eux. On est dans la co-création, donc c'est très important. Et c'est vrai que l'identification des influenceurs, ça évolue très rapidement. Et on a utilisé plein d'outils à l'agence. Tu parlais de Meltwater à d'autres là désormais, et à la fin tu te coupes jamais d'une analyse vraiment. Oui, il y a des outils, il y a des outils comme Meltwater, il y a des outils comme CallSquare, il y a des outils on pourra faire la publicité énormément d'outils comme eux, mais il y a une espèce d'évolution aussi dans le métier où en fait ces créateurs de contenu deviennent des vrais talents gérés par des vraies agences de talents. Et aujourd'hui, quand on imagine un webmédia d'un côté ou d'autres exemples aussi, c'est à longueur de journée, on passe des coups de fil à ces agents, on va dire, qui connaissent par cœur les 5-10 talents qu'ils ont de leur côté et on échange sur l'idée créative. Et ensuite, derrière, c'est
OK, on va passer la conversation avec X créateur de contenu. Et en fait, à la base, on connaît lui, sa ligne éditoriale et son talent. Et ensuite, on découvre sur quelle plateforme il est et quelle taille de communauté ou quelle. Mais le point d'entrée, ça devient de plus en plus la patte de chacun de ces talents. Et c'est pour ça qu'on les appelle plus influenceurs, mais c'est des créateurs de contenu vraiment à 100%. Sur Microsoft Surface, où tu as beaucoup travaillé, si je ne m'abuse, c'était même l'inverse, c'était de dire je vais chercher des talents qui n'ont pas forcément une communauté colossale, mais qui, d'un point de vue éditorial, pratique, puisque c'était une communauté de créateurs, que ce soit des architectes, que ce soit des DJ, etc. Et finalement, on a presque renversé la confluence. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est de dire, je vais d'abord chercher des talents créateurs de contenu et moi, Microsoft, quelque part, je vais les mettre aussi en avant là-dedans. Oui, c'est ça. Après, on est allé, si on veut vraiment être dans l'authenticité, il faut trouver la patte originale de chacun des créateurs de contenu. Et certes, souvent, les influenceurs ou les créateurs de contenu, qui gardent cette authenticité, c'est des gens qui ont des communautés qui ne sont pas avec des tailles très importantes, on va dire. Donc, bien évidemment, la taille des créateurs de contenu, des communautés des créateurs de contenu, c'est une jauge à faire très attention. Si on veut chercher du volume, on va aller plutôt chercher un créateur de contenu avec des communautés exorbitantes. Mais est-ce que ce créateur avec une énorme communauté va avoir un engagement important, une crédibilité posée que ça? Non. Donc, il va falloir récupérer aussi des profils qui sont vraiment ancrés dans des communautés comme les créateurs pour le cas Microsoft, où eux, ils avaient des communautés 100% créatives, 100% illustrateurs, 100% DJ, 100% monteurs, vidéastes, clippers, etc. Donc voilà, c'est cette infiltration-là qui devient authentique et qui devient beaucoup plus crédible pour les communautés. Sébastien, toi qui a un background également média, est-ce que finalement, on ne reproduit pas un petit peu le choix entre un média généraliste qui arrose beaucoup ou un média très spécialisé qui parle plus particulièrement à une audience? Ah bah clairement, c'est hyper agréable de ne pas payer le média. Enfin, non, mais c'est vrai. Et ça, oui, ça touche très large. Enfin, on voit. Je prends l'exemple McFly et Carlito qui est hyper à la mode. Les gars, ils publient n'importe quoi, ils font 6 millions de vues en 2 jours, quoi. C'est quand même dingue. Nous, les 6 millions de vues, on peut les acheter, il n'y a pas de problème. On fait un plan YouTube, voilà. Mais ça n'a quand même pas la même saveur. On voit les taux de complétion, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'on a envie quand même que le contenu soit regardé, apprécié et soit pas imposé. Et c'est ça qui fait la diff. On peut avoir créé des super contenus et avoir un peu un super retour, genre 20% de complétion sur YouTube, ce qui est déjà énorme. Et donc ça, c'est cool. Mais voilà, ces influenceurs-là, ces communautés, dès qu'ils ont la notif que le contenu publié, ils courent, ils y vont, ils regardent en entier. Et franchement, ça fait plaisir. Voilà. Donc ça fait vraiment la différence. C'est complémentaire, on ne peut pas faire que ça, mais c'est vrai que voilà, quand le contenu est bien fait, en plus que le message arrive à passer, bon, voilà, tout est parfait. Parfait. Merci à vous deux. Merci d'avoir témoigné, échangé sur tout ça. Voilà, nous on continue notre cycle. On est convaincu que les marques doivent adopter un nouveau récit. On pense et là on a traité de l'influence et de la confluence et clairement ça en fait partie. Je vous remercie. Cette vidéo a été enregistrée bien évidemment pour toutes les personnes qui sont présentes. Elles vont recevoir un petit replay. Et puis, 4e épisode fin juin de notre série de webconférences. Voilà. Merci encore beaucoup, Sébastien, d'être venu témoigner. Merci, Laura. Avec plaisir. Et on vous dit tous à très, très bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir.